Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable et respectueux membres du tribunal. Et mon colonel, Oui, maître. vous êtes à cette barre parce qu'on vous accuse de meurtre, d'assassinat, de complicité de meurtre et d'assassinat, d'enlèvement, séquestration, détention, de torture, de complicité de coups, blessures et violences volontaires, de complicité de vol à main armée, d'entrave à l'arrivée des secours et enfin de non-assistance à personne en danger. Vous avez écouté clairement les différentes questions posées par le tribunal, les avocats de la partie civile, le parquet. C'est des questions, à part celles posées par le tribunal, qui n'ont pas trait à ces infractions pour l'essentiel. Or, vous êtes là parce qu'on vous accuse de ces infractions. Vous avez quel sentiment aujourd'hui, après 13 ans, depuis pratiquement 2010, à l'ouverture de l'information, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui devant ce tribunal? Merci, maître. Et c'est difficile à dire. Et quand vous regardez un peu le déroulé de ces multiples infractions contre ma personne, je peux dire en un mot que je me remets à Dieu. Ça n'arrive qu'aux vivants. Quand quelqu'un pense que, quand je parle d'autres vont imaginer que c'est un éloge, non. Mais en réalité, cela ne me ressemble pas. En réalité, ces infractions portées aujourd'hui sur ma personne me fait honte. C'est une honte personnelle d'abord. Mon colonel. Suivez-moi, je vais finir, s'il vous plaît. Je suis choqué. C'est suffisant, c'est suffisant. Et je voulais simplement... Écoutez, n'êtes-vous pas angoissé devant ce tribunal? Je suis profondément angoissé. Et j'attendais ce moment ultime. Parce qu'en 2017, c'est vous qui m'avez envoyé l'ordonnance de renvoi lorsque ils se sont prononcés là-dessus. Ma première réaction... C'est bon, hein, c'est répondu. Hein. Et je voulais préciser que vous m'avez confié, et c'est l'occasion de le dire, que vous avez confiance en ce tribunal, en cette composition. Depuis que vous avez été interrogé pour la première fois, vous m'avez confié que vous avez confiance en ce tribunal et que de ces travaux résulteront des décisions qui seront exemplaires. En tant que gendarme, que pensez-vous de la protection de la vie humaine? La vie humaine qui constitue le but suprême du droit, en tant que gendarme. Merci, merci. Merci, maître. Par rapport à la confiance, cela n'est pas à discuter. Si dans ce pays, ce n'est qu'un noyau d'hommes comme ça qu'on a trouvé, c'est parce que vraiment ça a été bien tamisé. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir confiance à ce tribunal. Et je crois que le droit sera dit ici pour qu'enfin chacun soit situé sur son sort. Alors, par rapport à la vie humaine, moi je pense qu'aucun droit du monde ne prévoit qu'une personne peut ôter la vie à autrui. La vie en elle-même est un droit universel, est un droit même naturel. Ça veut dire que moi, quand je suis dans ces dossiers comme ça, je suis peiné, mais on est toujours obligé de rester derrière la justice
elle est là pour nous départager. Et on a souvent parlé de 200 hommes sous votre autorité. Je veux avoir des éclaircissements. Quand on dit qu'il y avait 200 hommes, parce qu'on peut croire que ce jour-là, le 28 septembre 2009, vous étiez avec ces 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, mais ce qui est paradoxal. D'abord, j'ai dit comment je suis venu, comment j'étais. Et j'ai expliqué que la patrouille était nocturne et diurne. Ceux qui sortent le matin ne peuvent pas sortir le soir. Et les 200 personnes, ça, c'est y compris toute l'administration, y compris tout le monde. C'était un service créé pour les circonstances données. On ne pouvait pas envoyer 200, 300 personnes là-bas, comme opérationnel. Ce n'est pas possible. Donc, je vous dis que ce jour-là, j'étais avec mon garde de corps, mon chauffeur, et surtout, je précise qu'il y avait des services, il y avait des patrouilles. Donc, pratiquement, même 20 ou 30 personnes ne peuvent pas sortir par jour. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des gens qui travaillent, il faut la corvée et tout. Il faut le piquet. Il y a tout ça là, dans la composition d'un service opérationnel, il y a tout ça qui compose. On ne peut pas rentrer dans tout ça. Et moins tout ça, l'effectif qui reste, comme ça peut être 200 personnes ou même 20 ou 30 personnes au stade. C'est bon. Pour la patrouille. Et au stade, ce jour-là, vos agents, les agents de votre service qui étaient là, étaient sous le contrôle de qui? J'ai dit qu'il y avait la patrouille, et la patrouille était composée, c'est-à-dire c'est essentiellement le colonel Farimba qui planifiait la patrouille. Donc il sait pertinemment c'était sous le contrôle de qui, et je pense qu'il a déjà dit devant le pool de juges d'instruction. Conformément aux normes d'intervention, vous parlez de patrouille diurne et nocturne. Et conformément aux normes, je veux parler des normes d'intervention dans ce cadre-là. Est-ce que vos agents portent des armes? Oui et non. Non si c'est la patrouille journalière, et oui si c'est la patrouille nocturne. Et qu'est-ce qui justifie, parce que la question est revenue plusieurs fois, qu'est-ce qui justifie, quelle est l'opportunité de l'intervention de vos agents lorsqu'il y a des manifestations? L'opportunité se situe ici lorsque la manifestation passe derrière eux, et ils viennent derrière, comme j'ai dit. C'est-à-dire c'est les terrains déjà conquis par la manifestation et ils sont là-bas pour ne pas que les petits bandits s'attaquent aux biens d'autrui. Ça a été toujours le cas dans ce pays. Donc je pense en ce moment-là, d'autres Guinéens peuvent dire grâce à vous on a été sauvés tel jour. Donc puisque nous sommes là-bas, je sais que c'est précisément leur rôle ça. Rester derrière, partout où ils passent, et ils viennent derrière pour surveiller si quelques éléments ne vont pas s'attaquer aux biens d'autrui. C'est pour les empêcher. Est-ce que donner des ordres, que ce soit à votre niveau ou au niveau de Farimba, donner des ordres aux agents, est-ce que cela pose problème? Donner des ordres dans le bon sens, par exemple. C'est ça. Ça dépend des ordres. Parce que même l'armée a modifié un peu le règlement militaire en fonction de ça. Quand on disait dans le temps que celui qui donne l'ordre en est responsable. Non, ça c'est fini. C'est modifié. Si on donne l'ordre, si l'ordre n'est pas normal et que tu l'exécutes, tu en es responsable devant la loi et devant la juridiction militaire. Donc ça veut dire donner des ordres dans le sens positif n'est pas vraiment quelque chose de mal en soi. Et aviez-vous rencontré le président Moussa Dadis Camara le 27 au soir? Pas de tout, pas de tout. D'abord, il était venu fatigué, je pense, de son voyage. Et je pense que ce jour-là, je ne suis pas rentré. Comme je vous ai dit, j'ai été déjà évincé du camp. J'étais de l'autre côté. Donc, je ne suis pas rentré ce jour-là au camp. Vous dites que vous étiez un peu éloigné de ces bureaux. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal cette configuration? Parce qu'il y a une confusion à ce niveau jusqu'à présent. Quand vous avez dit hier que vous avez passé la nuit dans votre bureau, il y en a qui ont cru que vos bureaux sont contigus au bureau du président. Expliquez s'il vous plaît cette phase-là.
Non, mes bureaux n'étaient pas contigus au bureau du président. Vous savez, le feu général Lassana Conté a construit des immeubles à l'intérieur du camp. Et ces immeubles-là sont compartimentés, c'est-à-dire il y a deux niveaux. Il y a deux qui sont derrière, vers l'Imaya, dans le même camp, un camp de Fayaya, qui est un grand camp, vous le savez, c'est le plus grand camp du pays, parce que je peux dire. Donc, deux bâtiments de l'autre côté, mais tous les autres bâtiments-là, de B1 à B13, B12, sont tous l'autre côté où se trouvait la présidence. Donc, et moi j'étais au départ à l'autre côté. Donc, après mon accrochage avec Toumba, ils m'ont fait sortir. Le général Sekouba m'a fait sortir dehors. J'étais maintenant dans un bâtiment isolé vers Yimaya, maintenant là, au main, juste à la porte du camp, à 5 mètres ou 2 mètres de la porte du camp.